moi, je m'occupais de 72 à 104. Donc c'est eux qui sont partis. Tu les as... Est-ce que tu les as... C'est l'enfer, je dois ajouter des virgules après chaque email. Ah bon? Pour que ça marche. Trop bien. Moi aussi. Je comprends pas. Je pense que les boîtes mail, Oui, mais je fais partir imaginer. c'est bien. Tiens, je fais partir. C'est bien. Tiens, je fais partir. Super. Merci. Je sais que c'est pas le plus confortable les réunions Zoom, mais hélas on y est tous habitués. Donc merci beaucoup de vous être rendus disponibles. Vous êtes 1300, 1500 aujourd'hui volontaires. C'est bien. Tiens, je fais partir. Comme vous le savez, Simple a commencé son histoire en militant au niveau local. Donc on a passé 3-4 mois cet été à faire le tour de France pour recenser les problèmes de complexité bureaucratique que vivaient les gens. On en a tiré une proposition très radicale avec le juriste Nicolas Gardère, qui a fait l'objet d'un livre, Simplifions-nous la vie, livre qui a été lancé dans les grands médias ces dernières semaines, avec un certain retentissement, en tout cas médiatiquement ça s'est bien passé, et qui permet de faire passer ce mouvement politique, ce parti politique, au niveau national. On a fait dans la foulée un meeting auquel un certain nombre d'entre vous étiez, au Théâtre des Variétés. Là encore, c'était un succès. En tout cas, ce n'était pas un échec, puisqu'on avait 800 personnes dans la salle. Le théâtre était plein. Et suite à ça, on a eu beaucoup de papiers, cette fois de papiers politiques, qui témoignent d'une forte sympathie d'un certain nombre de médias, de Libé au Figaro, en passant par l'Express, Le Point et même Le Monde diplomatique, qui a fait un article critique, mais assez bien renseigné et assez bienveillant. Donc témoigne d'une vraie curiosité par rapport à notre démarche et à ce nouveau mouvement. Imaginez. C'est bien. Tiens, je fais partir. Sur une minute, tu fais l'enchaînement des deux, c'est pas mal. Ça roule très C'est bien. pas mal. Très bien. Mais au début, il va vraiment se présenter. Lui, Oui. lui, lui. Donc là, tu restes très serré. Très serré. Après, tu ouvres. Et puis, je prends la dernière question. Tu prends la dernière question. Et moi, pendant ce temps-là, je vais venir ici dire à Mathieu, ça y est, c'est fini. Comme ça, eux, ils savent que c'est le moment où, voilà, c'est fini, on rallume et machin, et trucs habituels. Ah bon, non, Ok. bien sûr. Et au fond, la deuxième chose qui me définit, c'est que je pense que je suis hors la loi. Je suis hors la loi comme vous tous ici ce soir. En fait, nous sommes tous hors la loi parce que nous ne pouvons plus comprendre et nous ne pouvons plus respecter une loi qui est devenue inintelligible, qui est devenue inapplicable. Il n'y a rien de moins complexe à comprendre qu'une ferme auberge où on élève ses animaux et où ensuite on cuisine la viande pour les clients. Et moi, je notais tout ça avec un petit carnet, je devais constamment les interrompre parce qu'à chaque réunion et dans chaque secteur différent, ressurgissait tout un univers de sigles nouveaux, bien sûr, que je ne pouvais pas connaître. Et donc, à chaque fois, je devais me faire épeler tous ces sigles, tous ces acronymes. Et je leur disais toujours à la fin, mais vous savez, c'est pas normal. Vous ne devriez pas avoir à connaître ces sigles. Vous ne devriez pas savoir ce qui se passe sous le capot de l'administration qui est là pour vous servir. Donc moi, j'ai rejoint l'aventure Simple plutôt en juin pour aider Gaspard à construire son premier périple de l'été, où l'objectif était d'aller à la rencontre de nos concitoyens pour récolter un maximum de témoignages de lourdeur administrative. C'était quand même une intuition qui méritait quand même d'être confirmée. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est que la collecte de témoignages et le déplacement de terrain sont venus confirmer que oui, c'était un sujet, et que c'était un sujet suffisamment large et puissant pour devenir vraiment
un cheval de Troie pour une campagne présidentielle. Mois d'octobre où on a décidé en 48 heures que Gaspard devait rédiger un livre sur cette simplification avec Nicolas, donc le fameux projet Portalis, qui était issu du voyage, des réflexions de Gaspard, du travail qu'avait commencé à mener Nicolas sur Nicolas Gardère, sur tous les témoignages qu'on avait récoltés. Et puis le mois d'octobre, il a aussi servi à commencer à organiser franchement une des étapes majeures de la campagne qui était le meeting au Théâtre des Variétés. C'est vraiment la politisation du mouvement. C'est premier meeting politique, savoir qu'on est capable de ramener des gens dans une salle autour d'un sujet. Et c'est le début de la mue de Gaspard en quand même tête d'affiche, homme politique et pré-candidat à l'élection présidentielle. C'était génial à organiser, c'est bien marré. On était un peu stressés aussi parce que bon, au Théâtre des Variétés, c'est quand même 800 places. Donc on n'était pas certain que tout le monde... qu'on aurait 800 personnes. C'est le meeting qui a déclenché vraiment les médias autour du parti, parce que ça a été perçu comme le lancement officiel du parti. Ça a été le début de Gaspard qui quand même commence à se projeter comme candidat à l'élection, ce qui n'était pas encore le cas avant. On n'était pas certain qu'on aurait la dynamique, l'énergie et les fonds pour le faire. Mais je crois que ça lui a fait passer une étape, nous aussi, de se rendre compte que c'était possible, qu'on était capable de drainer cette quantité de monde. Et puis, après, il y a eu les répercussions de la campagne, et puis là, il y a eu le début de la réflexion sur, ok, maintenant, tu te déclares quand ? Et quand vous êtes... Et moi, je monte vous récupérer, on vous maquillera sur la rentrée en plateau. Et voilà, on verra direct ensuite. Mais ce serait pas législatif, uniquement, ou même un candidat à la présidentielle. On verra. C'est pas tranché ça, peut-être un candidat à la présidentielle. Le candidat à la présidentielle, c'est le problème de ce pays, c'est qu'on peut pas monter un parti à la législative. S'il y avait la proportionnelle comme il l'avait promis Coco, on aurait pu. C'est quand la date limite des dépôts de candidature ? Mars ? Non, fin février. Fin février. Ah oui, donc là vous avez 2 mois. Ça laisse le temps de réfléchir. Il faut une surprise par mois dans cette campagne, j'ai compris. Ah, les médias, s'ils l'ont pas, ils vont l'inventer. Les crèches, c'est fini. Non mais je ce que j'entends dire, mais je sais pas. Ah d'accord. Mais c'est vraiment la préoccupation pour vous majeure, parce qu'on parle du pouvoir d'achat, de sécurité, de l'écologie. C'est ça pour vous qui préoccupe avant tout les Français ? Je pense que les sondages ne posent pas les bonnes questions, que les gens bien gentiment répondent aux questions qu'on leur pose. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que les sujets de discussion le soir à table, c'est pas l'immigration et la sécurité. Sujets de discussion qui les préoccupent, qui les touchent dans leur vie quotidienne, tous les jours. Oui. C'est tel dossier pour changer sa clôture qui a mis 6 mois à aboutir, et du coup on ne peut pas changer la clôture. Quand on ne peut pas changer la clôture, on a un problème parce que les vaches sont sorties du champ. Enfin, candidat ou pas candidat ? Gaspard Koenig, j'ai fondé un parti politique. En 2022. J'ai fondé un parti politique qui s'appelle Simple. C'est un vrai parti. Je pense qu'à partir de la simplification, on peut traiter tous les sujets de la société, inverser notre paradigme jacobin. Donc c'est un vrai projet de société qui correspond aussi à des aspirations sociétales de recherche de vie simple, de rapport plus direct avec la nature ou avec autrui. Et donc ce parti politique, il a vocation à présenter des candidats aux élections en France. Lesquels et quand, on verra dans les prochaines semaines. Bon, merci beaucoup. On va attendre encore un petit peu. Vous avez raison qu'il faut une surprise par mois. Faites-vous la prochaine surprise. Le but, c'est que la surprise de janvier, on débat le prix du sapeur. D'accord. Et les signatures avec tous les maires. On a lancé un appel au maire. Il y a déjà une récolte en route. Le maire de Bordeaux ? Alors ça, c'est parce que le fait de chronique, c'est un appel de Noël. Ah oui, j'ai vu ça, que vous ne vouliez pas des sapeurs de Noël. C'est un coup politique. J'étais étonnée d'ailleurs, je me suis dit, À partir du 15 novembre, tous les éléments étaient en place pour une candidature. Il y avait un parti, une équipe et des militants. Donc là, on a un petit mois de cogiter. On ne pouvait pas se déclarer avant les vacances de Noël parce que sinon, ça aurait fait pchit. On aurait eu 3 jours de trucs et puis après, tac, les vacances de Noël. On sait très bien qu'il ne s'y passe rien. En politique, c'est vraiment typiquement les vacances où si tu veux être en vacances, c'est le moment. Et ce qui était bien, c'est que justement, le 7 janvier ou le 11 janvier, quand j'ai lancé ma candidature, on avait bien balisé tout l'espace médiatique. Et donc, elle a été largement relayée, plutôt accueillie avec une certaine bienveillance. Pour moi, c'est mon moment le plus fort de la campagne. La déclaration de candidature, le discours de Gaspard. Lui aussi a bossé comme un dingue, je pense, pendant les vacances, parce qu'il y a quand même 17 pages de discours à écrire.
les gens avaient vu qu'on avait fait tout ce travail de terrain et que c'était pas une candidature fantaisiste. C'était une candidature difficile et dont il y avait peu de probabilité qu'elle aille jusqu'au bout, mais qu'elle était sérieuse, qu'elle était ancrée et qu'elle était le fruit d'un long travail. C'est un souvenir génial d'ailleurs, je trouve, cette déclaration de candidature. Très drôle, très puissant. Moi qui n'avais pas du tout fait le terrain, j'avais quasi pas accompagné Gaspard en déplacement encore. Donc j'avais pas rencontré les gens, j'avais pas rencontré les militants. Non, tu mets par-dessus ça, regarde. Est-ce que ce serait possible de la récupérer vers 11h? Oui. Ouais, mais ça, de toute façon, ça se verra pas trop normalement. Sur la lumière. Alors, chers amis, il est temps de prendre la liberté au sérieux. Vous le savez, depuis 2 ans, je sillonne le pays. D'abord seul, à pied et à cheval, en logeant chez l'habitant. Puis à la rencontre des Français avec les équipes de Simple, qui sont là aujourd'hui, bien sûr, et qui font un travail merveilleux. Dans les campagnes, les centres-villes et les banlieues, j'ai trouvé une France accueillante, fraternelle. Je vous propose de passer ensemble 5 ans à simplifier, 5 ans pour redonner confiance, 5 ans pour vivre et laisser vivre. Vive la France, vive la démocratie, vive la liberté. Ouais, chapeau. Ah non, bah alors attendez. Vous savez quoi, on va y aller ensemble. Bonjour, Gaspard Koenig. Bonjour. On vous connaît philosophe, penseur, essayiste. Vous avez sillonné la France pendant 2 ans. Vous êtes parti à la rencontre des Français. Ce matin, vous venez nous dire que vous entrez en fait dans l'action. Oui, c'est précisément ce parcours à travers la France qui m'a changé, à la fois personnellement et politiquement. Tous les soirs ou presque, je logeais chez l'habitant quand je parcourais la France à cheval en 2020. Et tous les soirs m'apparaissait que les gens souffrent de problèmes, alors on pourrait dire un peu bêtement, de problèmes de paperasse, de problèmes administratifs, mais souvent c'est des choses en fait tragiques, dramatiques, qui les empêchent de vivre leur vie, de faire leur métier. Vous avez des histoires de gens qui essayent de faire des fermes auberges, la ferme Languec. C'est Véronique, qui est à côté de Montluçon, vous racontez ça dans votre livre. Et en fait, tout le monde a son histoire. Et ça reflète une société qui est extrêmement crispée, qui produit de la norme à outrance, qui est extrêmement verticale. Et en revenant, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce thème, il est quasiment jamais abordé dans le débat politique, ou alors c'est le dernier thème dont on parle quand on a fait tout le reste. Et vous voyez, les candidats à l'élection, là, ils vont tous rajouter de la norme, alors certains à gauche, certains à droite. Et on est de plus en plus pris dans cette véritable prison bureaucratique. Je me suis dit, bon, faisons quelque chose. Faisons quoi, Gaspard Koenig? Faisons quoi? Moi, j'ai pris les choses très simplement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a des idées en démocratie? On fonde un parti. Alors, ça paraît un peu ringard, un parti politique. Il s'appelle Simple. Et donc, j'ai fondé un parti qui s'appelle Simple, resillonner la France pour justement récolter des témoignages de complexité, pour valider quelque part cette intuition. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette démarche et donc de me présenter à l'élection présidentielle, puisque c'est le moment où peuvent émerger des forces politiques nouvelles en France. J'ai prononcé un discours de candidature. Ouais, j'ai convié à J'ai prononcé mon discours de candidature à Monty-sur-Noireau, ma base normande, devant les gens du pays, mes amis proches, et nous sommes rassemblés dans une grange ouverte, sur un toit de tôle et une pluie battante. Merci à tous les courageux. Le discours, je l'ai à travers, plus de mots, l'essence, plus moi. Voilà, et là, il faut juste un petit truc sympa. Donc on peut même enlever ça. Voilà, exactement.
Il faut juste un petit truc sympa, du genre... c'est très bien. Tu vois, demain pour de grandes aventures, enfin... 4 ans, 5 ans. Sans dramatiser. Bah oui, ça va. Je suis toujours, sans dramatiser. Sans scénariser. Sans scénariser ni dramatiser. Fais naïf. Ah, super. Mon embrouillamini. Hein, ah oui, bien vu. Tu vois? Bien ouais. En plus, c'est vrai, Jean-Jean, j'ai réalisé, j'avais vraiment pas réalisé plateau, en y allant, oui, je suis d'accord. Et aucune de nous n'y a pensé. Je comprenais pas pourquoi j'allais à l'immeuble d'Europe 1. C'est la guerre des programmateurs. Grave. Invitation, plus articles, plus c'est dépêché AFP, plus reprise absolument partout. Pas... C'était en boucle sur France Info, ils en parlaient au journal, enfin c'était dans les infos quoi. C'était un événement national dans les infos. Donc, on ne pouvait pas rêver mieux et franchement on avait plus qu'Hidalgo quand elle a annoncé sa candidature. Ah oui, le dernier, ouais. Donc c'est très bien, vraiment très bien. Évidemment on est submergé de messages, mais bon ça c'est la bulle, on a l'impression d'être un héros, mais c'est jamais que dans la communauté. Vraiment c'est pris au sérieux et c'est pas dénigré, il n'y a eu aucun papier moqueur, c'est une nouvelle quoi. Et donc les gens prennent ça comme un vrai candidat qui arrive. Franchement, c'était pas gagné et ça fait beaucoup de bruit. Je peux pas faire de petite croix au sol. Un marquage au sol. Mais c'est bien que je te montre un peu. Donc moi je vais t'installer le fond d'écran là. Voilà. Je t'ai mis ça comme marqueur au sol. Ah oui d'accord. Donc tu te mets là parce que regarde la caméra. Qui est fait par des nains rouges. Et bah merci les deux. Tu vois là où je suis? Ça permet d'avoir donc les bouquins et derrière moi à droite il y a ton écran d'ordinateur où on va mettre le logo simple. Ok, donc tu bouges plus tout là. Faut arrêter la coque là. J'avoue que t'as... T'as dit quoi? Faut arrêter la coque. T'es bien. C'est toi qui me dis ça alors que tu te mouches à longueur de journée. T'as le nez à la farine. T'as la farine qui déborde du nez. C'est bien ça pour une vidéo. C'est vrai que la démocratie manque de renouvellement. C'est vrai que les élites stagnent. Et quelque part, lancer un parti politique, comme j'ai fait déjà en mai, et puis ensuite l'incarner dans ce qui est aujourd'hui l'élection phare du pays, c'est-à-dire l'élection présidentielle, c'est précisément essayer de construire, pour reprendre le terme d'un autre de vos interlocuteurs, une offre idéologique ou une offre doctrinale, une offre assez radicale, même si elle s'inscrit dans la grande famille du centre. Et c'est aller jusqu'au bout d'une démarche de proposition de politique publique. Ça fait 10 ans, vous le savez, que je suis investi dans le débat public. Et là, je suis très heureux de vous parler cette fois comme quelqu'un qui fait une proposition, qui souhaite en être tenu responsable, qui prend un risque pour ça. Parce qu'on critique, on commente, mais à un moment donné, il faut agir. Et quand on n'est pas content, on crée un parti. Après tout, c'est ça la démocratie. Ça nous permet encore de faire ça. Profitons-en. Les vies qui sortent un peu du cadre, les vies qui ne rentrent pas dans les cadres, comme sont au fond chacune de nos vies à tous, se fracassent contre le mur normatif français. Et moi, je ne vais pas vous répondre en philosophe, comme vous dites. Je vais vous répondre en homme de terrain, parce que j'ai fait ce long voyage à cheval. Je suis reparti sur le terrain tout l'été pour enquêter sur la question de la complexité administrative française, pour essayer de vérifier mon intuition. Si seulement nous laissions un peu de marge de manœuvre aux gens. La célèbre citation de Pompidou, « Arrêtez d'emmerder les Français », elle est belle par la suite, quand il dit « Laissez-les vivre un peu, et vous verrez que tout ira mieux ». Pas du tout, parce que je vous invite à aller sur le site gasparpublic.com et vous verrez tous les détails de ce programme, toutes nos fiches sur tous les sujets. Je pense que nous avons fait un travail de fond, un travail substantiel que les autres candidats ne font pas. Merci.
Oui, mais il a raison. Moi, dans mon bouquin, c'est vrai que j'ai essayé de dessiner le profil type des petits candidats et j'ai montré que finalement, ils servent d'exutoire à un vote contestataire, non extrémiste. Et vous rigolez peut-être, mais l'ufologie, par exemple, tu as un regard un peu fixe. Oui. C'est-à-dire, t'es comme ça. T'es comme ça. Un peu écarquillé les yeux. Vous allez voir le film. Je me fais des trucs en selfie. Ouais. Je ne cligne pas des yeux pendant 3 minutes. Les gens me disent c'est terrifiant. On a l'impression du serpent du livre de la jungle. Et si j'hypnotise mon électorat. Oui, mais là, du coup, vraiment, on te voit. Alors, c'est bien parce que tu as eu quelques réactions quand même corporelles. Et juste l'autre petite chose, c'est que là où tu es meilleur, où vraiment c'est hyper convaincant, c'est quand même quand tu dis tes exemples de... là, tu nous as fait un enchaînement à la fin. Alors, je ne disais pas des exemples concrets, c'est-à-dire je ne disais pas quel était leur problème. Non, mais tu donnais des situations concrètes. Et en fait, la réponse très bonne, pardon, juste pour compléter ça, la réponse très bonne, c'est je ne vais pas vous répondre en philosophe, mais en homme de terrain. Ouais, ça, c'est magistral. Ouais. Ça, c'est génial. Tu as fait la première partie sur Portalis longtemps. Non, mais c'est parce qu'elle me demandait comment on fait tout ça. Ouais, mais tu vois, genre Marie-Étienne Portalis, il faut l'adapter. L'élite, quand même. Oui, mais t'as pas besoin de refaire toute l'analogie historique avec Portalis. Non, c'est la Révolution française. Non, mais 10 minutes, c'est long, quoi. Pas très compliqué, quand même. Et puis voilà, puis après, c'était parti. Là, ça a été le rouleau compresseur. Franchement, pour moi, du moment de la déclaration de candidature jusqu'au 4 mars, 7, en fait, non, jusqu'au 4 mars. Ça a été mais vraiment le rouleau compresseur. On était parti dans la recherche de parrainage, mais à tout crin. Au début, un peu balbutiant, avec des petits listings par-ci par-là, puis on a commencé à... Je trouve que la machine s'est rodée, s'est huilée. Et là, mais incroyable la quantité de boulot qui a été abattue par une équipe si petite, mais tellement motivée. Donc le 11 janvier, j'ai déclaré ma candidature, et là, on a eu 2 mois pour tout faire. Et ces 2 mois me paraissent comme 2 ans. Parce que il se passe tellement de choses. Chaque journée est une montagne russe de bonnes nouvelles, de trahisons, de défections, d'espoir, d'idées, de projets, de stratégies, de réunions, de déplacements. Du jour au lendemain, on réorganise. Les gens sont très motivés parce que c'est une campagne présidentielle, donc tout se fait en un dixième du temps qu'il faudrait normalement. Je pense que dans l'équipe, on a tous fait le même constat que c'est fou comme le temps s'est distendu. Entre le 11 janvier et le 7 mars, c'est passé à une vitesse mais complètement folle. Parce que on n'a absolument pas vu le temps passer parce qu'on n'était pas en avance sur le timing. On avait quand même besoin d'aller récolter 500 parrainages, sachant qu'on commençait à peine et qu'il y avait d'autres candidats sur la ligne de départ qui faisaient campagne déjà depuis des mois. L'angoisse, c'est quoi ce point ? Moi, je pense que le moteur de l'engagement, il reste fondé sur la défense d'idées, un système d'idées avant tout, et le besoin d'en convaincre les gens, et de changer la société pour que ces idées puissent y prendre corps. Mais c'est clairement un engagement qui vient de la raison, si je puis dire. Ça devait correspondre à un âge où je m'intéressais davantage aux questions politiques. Je ne sais plus exactement où je me situe à ce moment-là. Mais c'est la première fois où je me souviens que j'ai eu un début de naissance d'âme de militante. Et c'est les premières fois où j'avais un peu envie de rentrer dans le débat. Et tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure dans la contradiction, de te dire, en fait, je vais essayer de te convaincre parce que je pense que j'ai raison de voter pour cette personne parce que je pense qu'il porte le bon projet, quoi. J'ai un père qui est passionné de... pas philosophie au sens auteur du terme, mais de réflexion philosophique et de regard sur la société depuis toujours. Et donc, qui, depuis que je suis toute petite, on avait de très longues conversations sur ce que ça veut dire de vivre en société, ce que ça veut dire de faire société. Ce qui m'a changé, c'est la découverte de la philosophie libérale à travers les textes. Et ce qui a déclenché mon engagement citoyen, c'est un peu un concours de circonstances, puisque je vivais à Londres et qu'il y a eu une élection législative pour les Français de l'étranger, c'était la première fois.
me suis dit, pourquoi ne pas me présenter sur la base de mes idées, ces idées libérales pour lesquelles je suis un peu orphelin. Et donc, c'était mon premier engagement de faire cette campagne législative ex nihilo, en prenant l'étiquette d'un petit parti qui, je ne sais même pas s'il existe encore, qui s'appelait en tout cas le Parti libéral-démocrate. Et en faisant campagne un peu contre tout le monde, en faisant une campagne assez marrante, en allant sur la tombe de Marx, en répliquant l'appel de De Gaulle. Et puis ça m'a bien plu. J'ai fait ça assez sérieusement quand même pendant 3 mois. Et bon, j'ai récolté 4,5% des voix, mais il y avait une dynamique intéressante. Et puis c'est le moment où j'allais avoir 30 ans. Et je me suis dit, bon, ça m'a plu, cet engagement m'a plu, j'ai été parler aux gens parce que j'ai vraiment fait campagne. Et au fond, la politique, c'est très compliqué avec ses idées, mais en même temps, intellectuellement, médiatiquement, c'est puissant et ça m'intéresse de mener ce combat des idées. Et puis, à titre personnel, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais dans ma vie ? J'étais employé dans une grande institution internationale, bon, tout se passait bien, mais bon, c'était un peu ennuyeux quand même. Et donc, j'ai décidé de démissionner et de fonder un think tank qui justement me permette de mener ce combat des idées sans avoir à être plongé dans les affres électorales et en faire ma vie. La recherche d'aide aux autres, de soulager les maux, c'est ce qui m'a engagée vers la politique finalement. D'accord. Et après, pourquoi la politique ? Parce que dans mon parcours, je me suis donc réorientée et j'ai, à l'occasion d'un stage, pu participer j'ai fait un stage au sein d'une communauté de communes. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont les élus de terrain s'occupaient réellement de leur population, les connaissaient. Donc cet engagement, puisque c'est le thème dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment sur les idées, sur la défense des idées dans la cité, et puis aussi leur travail, parce que en fait les défendre, c'est les travailler, c'est quand on est l'objet de réfutation ou de discours contradictoires, on est obligé parfois simplement de rester sur sa position, mais parfois de s'ajuster, de prendre en compte les objections. Donc cet engagement intellectuel, il fait partie de la vie intellectuelle en fait, parce qu'il permet de l'animer, il permet de ne pas rester cloîtré dans son système de pensée. C'est aussi qu'à l'inverse, je pense que l'inaction ou le fait de ne pas s'engager nourrit quand même une petite frustration qui te réveille quand même un peu à te dire en fait, est-ce que quand même c'est pas plus sympa d'allouer son temps disponible à faire un truc qui a un sens et qui a un impact, quoi. Plutôt que passer son temps à critiquer un tel ou un tel ou un tel parce qu'il me représente pas ou je m'y retrouve pas, et en même temps sans agir non plus, quoi. On a eu un lancement magnifique, ça c'est clair, médiatique, inespéré franchement. Ça a engendré une vraie dynamique de tout, d'ailleurs, de soutien, d'argent, d'émissions, de débats, de propositions. Un déplacement merveilleux en Corse. Et donc en fait la tragédie, c'est que tout ça me donne vraiment envie de continuer. Et donc cette histoire de parrainage commence à me stresser. Auparavant j'y pensais de manière assez lointaine. Et là en fait j'ai vraiment envie d'y aller. J'aime ça, j'aime ces débats. Pour le moment rien n'est cruel. Ça viendra sans doute, mais enfin bon, il n'est pas mort d'homme, j'espère pas. On va des maires. Qu'est-ce que j'aime les maires en ce moment. Quelqu'un m'appelle et dit je suis maire, je lâche tout, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Bon bah écoutez, alors merci beaucoup pour votre signature, hein, c'est important pour moi. Normalement, vous avez déjà reçu le CERFA ou pas de la préfecture? On est attendu pour déjeuner dans un petit village à l'extérieur de Chambéry, à un petit quart d'heure. Ça s'appelle le Resto Savoyard ou un truc comme ça. Bonne auberge du coin. Là, c'est 6 maires qui nous attendent, majoritairement composés du bureau de la MRF de la Savoie. L'idée, c'est que tu parles bien 20-30 minutes. Enfin, tu vois que tu représentes tout le truc, quoi. Comme tu as fait à Calan. Qu'est-ce que j'ai fait, Calan? Bah, le soir, on n'avait pas une réunion publique avec mais j'ai dit quoi?
Histoire du mouvement. Oui, histoire du mouvement, où est-ce qu'on en est, le fait que ça prend bien, qu'on a quand même des bonnes publications. Enfin là, tu vois, tu peux t'appuyer sur le fait qu'on a multiplié par 10 nos publications au parrainage. Ce chiffre est incroyable. Le x10, il nous sert tellement là. On ne citera aucun chiffre, mais je peux vous donner une chose. Une dynamique. Maintenant, oui, et travailler nous-mêmes. Et ça veut dire des décennies. Une démarche en fait, que je trouve tout à fait normale. Moi, depuis longtemps, je défends une approche, je considère que la France est trop verticale, trop jacobin, trop autoritaire, trop administré, trop normatif. Disons qu'il fallait que tout soit en place. Donc, on a d'abord fondé le parti en mai. Ensuite, on a fait une campagne de terrain là, de récolte des témoignages. On a cueilli des témoignages, on a fait une proposition, on a publié un livre, on a fait un grand meeting à Paris. Et globalement, on a fait des médias après. Donc, on voulait lancer quelque chose, créer un mouvement, et puis éventuellement aller jusqu'à une candidature, mais ça restait. Il fallait lever de l'argent aussi pour embaucher toute cette équipe. Donc, ça restait suspendu un peu au succès de tout ce qu'on faisait. C'était à chaque fois, on disait on fait un pas, si on rate, on arrête, si ça marche, on continue. C'est pour ça que la candidature arrive un peu tard, mais c'était le moment où on était prêt. C'était pas possible. Et vraiment, c'est très réjouissant à faire parce qu'on rencontre beaucoup de gens, voilà, comme tout à l'heure, des gens qui ne se connaissaient pas entre eux, qui tout d'un coup se découvrent une espèce de socle commun. Et puis, on se promène évidemment sur le territoire. Et ça me force aussi à affiner des idées, entrer dans des choses plus concrètes. C'est assez instructif et même intellectuellement, c'est différent d'être en plateau comme intellectuel où on peut balayer certains sujets de ouais, ça c'est n'importe quoi. Moi, je proposerais des trucs complètement différents. Il faut passer à la démocratie délégative et tout ça. Et là, on est quand même obligé de dire des choses un peu réalistes. C'est la mue d'intellectuel à politique, quoi. Oui, alors ça reste je reste complètement dans mon système et dans ma doctrine. Sûr, mais je suis obligé de l'affiner, de prendre certaines options, pas d'autres. Et c'est vraiment très intéressant en fait, c'est presque plus riche intellectuellement parce que ça oblige à faire des choix plus fins en fait sur certains Et sujets. vous vous sentez comme un politique là ou vous définissez pas encore comme ça? Mais c'est-à-dire que pour moi, tout citoyen devrait faire de la politique à un moment donné dans sa vie, c'est normal en fait. On est dans la cité. À partir du moment où on est intéressé, engagé et tout, d'ailleurs beaucoup le font au niveau local. Et donc j'ai juste l'impression de poursuivre mon œuvre d'abord de doctrinale, de refonte et de modernisation du libéralisme, d'engagement dans la société en essayant de défendre ses idées. Et là, c'est juste c'est dans la continuité. C'est dans la continuité parfaite. Donc je me sens vraiment très, non seulement à l'aise, mais on a plein de problèmes, on a plein de trucs qui ne marchent pas, mais on n'a aucun problème de légitimité. Il n'y a jamais un maire au téléphone, mais jamais un seul qui m'a dit « Ah oui, mais vous venez d'où ? Et puis vous n'êtes pas élu, etc. » Absolument pas. À partir du moment où les propositions sont construites, touchent, on est organisé et sérieux, en fait c'est ça la démocratie. N'importe qui peut y aller et essayer de lancer des idées nouvelles et voir si ça marche, voir si les gens adhèrent, voir si les médias suivent. Et c'est vraiment là, ce que je découvre aussi, c'est vraiment on est dans un système quand même très fermé avec beaucoup de rentes politiques, mais il y a quand même des espaces d'ouverture. La présidentielle en fait partie. Aujourd'hui, on dit que les politiques sont très inefficaces, ce qu'on disait moi il y a 30 ou 40 ans. Je pense qu'il y a une accélération de la perception du temps politique de la part des gens. Pas de la réalité du temps politique, de la perception du temps politique. Les gens sont devenus beaucoup plus impatients. Je crois que le numérique de manière générale nous a rendus beaucoup moins patients, beaucoup plus prompts à vouloir une réaction immédiate parce que c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on constate dans d'autres aspects de nos vies. Donc, par extension, on attend de la politique qu'elle ait autant de réactivité que ce qui se mène dans nos vies. Or, la politique, c'est du temps long. On ne fait pas évoluer une mentalité de société en quelques semaines, même en quelques mois. C'est pas possible. Les mentalités, elles évoluent sur des décennies, elles évoluent sur des générations. J'ai récemment eu des discussions avec des ministres que j'estime de ce gouvernement. C'est vrai quand ils décrivent par le menu les efforts colossaux qu'il faut faire pour aboutir à des réformes qui paraissent assez microscopiques par rapport, par exemple, aux ambitions intellectuelles ou politiques générales que je peux formuler. C'est vrai que des fois, on sort de là en se disant c'est vraiment... C'est incroyablement compliqué
de changer quoi que ce soit. On a créé des mastodontes tellement lourds, tellement lents, que toute action de bon sens, régie par la loi, prend une éternité à être mise en application. Il n'y a pas d'état profond. Il y a des fonctionnaires qui sont globalement compétents et disciplinés et légitimistes, et que la question, c'est vraiment la vigueur de la doctrine et de la volonté politique qui les commande. C'est ça qui nous manque. Et parce qu'on a trop de gens à l'exécutif, président, gouvernement, ministre, qui n'ont pas de conviction très profonde et qui gèrent les affaires courantes. Et quand on est ministre, pour l'avoir vu de près pendant 2 ans à l'économie, 1 minute après sa prise de fonction, on est absorbé par les affaires courantes. Il y a 1000 trucs à traiter, il y a des problèmes, il y a des crises dans tous les sens. Et donc si on n'a pas réfléchi pendant 10 ans, si on n'a pas une structure intellectuelle très forte, on est complètement entraîné par le flux, qui est un tourbillon médiatique, institutionnel, de la gestion, en fait. De la gestion de crise perpétuelle, qui est l'état normal d'un pays, en fait. Je pense qu'il y a d'autres formes qui sont aussi efficaces, voire peut-être plus efficaces, auprès de certaines cibles aussi. Par exemple, la nouvelle génération, les jeunes, je pense qu'un activiste sur les réseaux sociaux a probablement beaucoup plus d'impact qu'un homme politique qui ne s'adresse pas forcément à eux via ce canal-là. Mais en revanche, il y a quand même un truc lié aux institutions qui est qu'à un moment donné, les règles qui s'appliquent à nous en tant que citoyens, c'est des règles qui sont votées au Parlement ou qui sont décidées par un gouvernement. Et en fait, les gens qui sont acteurs de ça, c'est des gens qui, à un moment donné, ont accepté de se mettre dans le jeu politique. Qu'on a créé un mouvement, il faut créer un mouvement dans la société, il faut créer des débats d'idées, il faut créer une doctrine, Puis une fois qu'on a fait tout ça, bah oui, alors on peut rentrer en politique. Mais néanmoins, ça reste, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire qu'on change les mentalités et tout ça. À un moment donné, il y a des lois, des amendements à voter, et si on n'est pas quelque part dans la machine, eh ben, on n'a aucune influence, aucune. Là, le but, c'était de créer notre espace politique à partir de l'espace intellectuel qu'on a quand même réussi à dégager. Au final, ce qui est voté et ce qui s'applique passe par le jeu politique. Donc si tu veux, en tout cas, avoir un impact sur les règles en vigueur, le cadre légal et donc le chemin que prend une société, en fait, à un moment donné, ça passe quand même par le politique, quoi. Kissinger disait qu'il avait réussi à être un bon secrétaire d'État aux États-Unis, donc ça veut dire ministre des Affaires étrangères, parce qu'il avait enseigné pendant 20 ans ce qu'il voulait faire. Et que donc quand il est arrivé au poste, il était extrêmement déterminé et extrêmement clair sur ses objectifs. Mais quand on n'a pas cette formation intellectuelle très très solide, on est immédiatement pris par le fleuve permanent de la politique. C'est l'un des deux, clairement. Mais néanmoins, vous avez quelle proportion de la production de Beaufort en France? À peu près 25% de la coopérative. C'est 5000 tonnes de Beaufort et ici on fait 1400 et quelques tonnes. Et puis, pour justement développer l'autonomie. Il était la vie était simple pour lui. En réalité, on a l'industrie ne trouverait pas la manœuvre si elle n'automatisait pas, c'est ça. Le vrai sujet, il est là. Elle ne le trouverait pas. Des agneaux irlandais, pardon. Soit ils partent avec 150 producteurs, 500 produits, 500 fromages différents. Et avant, la priorité, c'est d'aller chercher des clients. Aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver des producteurs. Ça. Expérience utilisateur, etc. Et donc, la rebascule vers le Web 3, en fait, c'est un retour aux origines du web et à cette promesse de décentralisation. Écoute, Pascal, très merci. sympa de te revoir. En tout cas. Bah ouais, pareil. Bon, merci Sébastien. Salut. Merci. Ça donne 24 heures pour réfléchir. Ok. Mais c'est quoi cet argument à lui alors? Lui, c'est que donc il est complètement très emmerdé parce que il
en fait, vu la tournure des choses pour les LR, il n'a pas envie de paraître comme le mec qui lâche le truc. Tu vois, du genre, elle est cuite. Cela dit, ça pourrait nous avantager pour d'autres gens, justement, ce genre de raisonnement, des gens qui ont vraiment envie de lâcher le truc, justement. Oui. Non, là, ce qui remonte, c'est ce que me disait Alexandre hier, et c'est ce que nous ont dit les référents régionaux hier aussi, c'est qu'il y a quand même une grosse baisse de régime de tous ceux qui étaient actifs sur les parrainages, parce que, en fait, les mecs, ils commencent à être un peu désespérés de se prendre des portes dans la figure, quoi. Ça, je peux comprendre, moi, j'en suis exactement au même stade. Ouais. Ah bah trop bien, LCI demain ou jeudi. Ah mais c'est parfait ça. Demain ou jeudi? Bah le midi les deux sont possibles. Non. Et c'est à quelle heure? Je crois que c'est 13h. Eh bah c'est parfait, je suis libre. Faire demain? Ça s'est fait, tu sais, le plus tôt le mieux avec les journalistes parce qu'après. Je suis totalement d'accord. Ils nous lâchent, ils ont autre chose, Macron se déclare, que sais-je. On voit tout le monde, tous les milieux, toutes les corporations, on passe des maires ruraux des Vosges aux présidents des fédérations de grandes entreprises, au mouvement de la ruralité que j'ai vu par exemple ce matin. J'ai commencé par une rencontre avec contribuables associés, ensuite j'étais dans la presse aux espèce de grand oral des mouvements de la ruralité. Maintenant je suis à Chinon. Entre temps j'ai parlé à 3 maires au téléphone. Là, et ça continue, maintenant je suis avec vous, après je vais voir les autres maires, après après il faut qu'on regarde le clip de campagne. Chaque journée est quand même, c'est pas excitante et aventureuse. Ouais. Je pense qu'on se trompe de cible quand on parle de la corruption des politiques. Qu'il y a un problème institutionnel sur la manière dont le système fonctionne, dont la Constitution fonctionne, dont l'élection présidentielle fonctionne, oui. Mais d'accabler les hommes au sein de ces institutions-là, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on a une vie politique qui n'a jamais été aussi saine et transparente, qui n'a jamais été aussi bien tenue. Sauf que, la contrepartie, c'est qu'aussi chacune des affaires est extrêmement mise en lumière. Donc on a l'impression qu'on n'a jamais eu autant de pourris en politique. Alors que je crois que c'est vraiment l'inverse. Le pouvoir, c'est pas un donné, c'est une construction politique. Et donc, quelle constitution et quelle construction politique veut-on pour quelle conception du pouvoir? Et donc, moi, ma conception du pouvoir, c'est pas justement d'être un espèce de Deus ex machina qui répond à tout. Et je pense que si on arrivait à changer cette conception qu'ont les gens eux-mêmes maintenant du pouvoir, et les attentes démesurées, du coup, qu'ils ont pour leur président ou pour leur gouvernement, on détendrait beaucoup le pays. Moi, j'ai pas rencontré, là, sur 3 mois que je fais ça, j'ai pas rencontré d'opposition intellectuelle pour le moment. J'ai pas rencontré une seule fois quelqu'un qui m'a dit non, mais sur le fond, je suis en total désaccord. Il y a la propriété privée des données personnelles, le revenu universel sous forme d'impôt négatif. C'est très compliqué, je reçois plusieurs lettres par jour, les différentes caisses sécu, les différentes affiliations. Donc, on ne lui fait pas confiance. On a toujours l'impression qu'il a bougé, qu'on lui demande de remplir un formulaire. Il a fait tout comme vous voyez, un 4e série de propositions sur la maîtrise de son destin numérique. Pour moi, la proposition phare et la plus... En revanche, je suis plus sceptique, intellectuel du pays sur le référendum d'initiative populaire au niveau national. Donc, je ne suis pas du tout contre le rôle de l'État, au contraire, je suis pour un État émancipateur, l'État de la Révolution française, qui introduit un lien direct entre le gouvernement et le citoyen, qui essaye d'émanciper l'individu de ses différentes tutelles culturelles, économiques, Il m'a semblé, la récurrence de ce message m'a frappé, j'en ai fait un mouvement et maintenant j'en fais un thème de campagne. Il m'a semblé que il ne faut pas que je le brise. Bilan de la journée. Bilan de la journée. Donc d'abord 2 bonnes nouvelles ce matin, à savoir la tribune dans le JDD dimanche prochain et le rendez-vous avec l'ISNAR demain. Ouais. Ensuite, bon déplacement avec vraiment de la presse, avec 4 journalistes qui nous accompagnent dans l'usine. Ouais. Presse locale, à mon avis, gros papier. France Bleu, exclu avec l'opinion, gros papier. Ouais. Reprise sur Europe 1, tout ça. Donc on a visité, ça ressemblait vraiment à une visite, un déplacement politique classique. Photo. Annonce sur le programme ECO, c'est-à-dire violemment challengé par les journalistes présents. Et parrainage, puisque les maires qu'on a vus donnent.
qu'ils ont l'air assez connectés quand même, notamment celui qui est au conseil départemental. Je trouve qu'il y avait un côté hyper excitant et hyper réjouissant de se dire que en fait c'est possible, que tu vois, la politique elle n'est pas réservée aux grands partis, aux grands appareils, qu'il y a de l'espace pour faire émerger d'autres personnes, et que du coup en fait on sert à quelque chose, quoi, on joue un rôle. On va laisser un parti qui existe. Moi, j'ai vraiment eu physiquement, vraiment concrètement, le sentiment de bénéficier justement de l'espace démocratique. Parce que en sortant de nulle part sur le plan politique, bah, j'avais le droit de créer un parti, d'ouvrir un compte et de dire que j'étais candidat, de lever de l'argent, de rassembler une équipe, de faire des déplacements sur le territoire, et de me déclarer candidat à l'élection présidentielle. Il faut quand même juste jouir de ce privilège et se rappeler que c'est un privilège, parce qu'il y a plein d'autres pays où quelqu'un qui dit « Tiens, je monte un nouveau parti politique », qui reçoit plein de coups de fil, en disant « C'est peut-être pas une bonne idée ». Je pense que tout le monde peut le faire. Je pense qu'il faut avoir certaines qualités pour le faire. Encore une fois, tu es dans un rôle quand même de conviction et, je pense, de séduction. J'avais envie de dire aux gens qui s'interrogent, allez-y, vous allez voir. Essayez pour la présidentielle ou pour les municipales, ou dans toutes les élections qui existent. Si vous voulez voter blanc, si vous dites qu'ils sont tous pourris, mais allez-y, présentez-vous. C'est ça la démocratie, c'est que n'importe quel citoyen, justement, peut revendiquer ce rôle. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est formellement possible. Et que ça, déjà, c'est quand même un petit miracle dans l'histoire des sociétés. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des barrières à l'entrée, mais forcément, heureusement. Et d'ailleurs, j'ai pas pu être candidat officiel à la présidentielle, parce que j'ai pas obtenu mes parrainages. Donc j'ai dû galérer, j'ai obtenu 107 parrainages. Bon, mais in fine, il y a 12 personnes quand même, et c'est difficile de faire un premier tour avec 25 personnes dans la salle. Donc c'est normal qu'il y ait des barrières. Et précisément, l'histoire des parrainages est quand même un bon exemple, parce que il y a quand même beaucoup de maires qui restent libres, et il faut aller les convaincre. Je pense que si on avait eu 5 mois de plus, on aurait réussi à les convaincre. Je te les... Il est trop beau celui-là. Ah non, c'est un gun? Oui, ça ferait là une tire sur le dessus. Ah, oui. Alors d'abord, merci parce que c'est très émouvant pour moi. On a fondé ce mouvement il y a 6 mois. On vous invite ce soir par un petit mail. On comptait faire un pot avec 10, 20 volontaires parisiens un peu motivés. Et on a dû changer 2 fois d'endroit parce que ce soir vous êtes 300. Alors merci beaucoup. Ça nous donne on est déjà plus nombreux que chez Hidalgo. Bon, c'est quand même galvanisant et c'est quand même une aventure de toute façon excitante. En revanche, c'est une aventure absurde démocratiquement et ce que j'ai vu ne fait que confirmer ce que je pensais, à savoir que d'abord les programmes, c'est vraiment la dernière pièce auquel les gens s'intéressent, les gens comme les journalistes. Ce qui compte, c'est la personnalité, le positionnement politique, l'art oratoire. Mais le programme, personne ne le questionne jamais. Les chiffres, on peut dire absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas un seul journaliste qui revient sérieusement sur le sujet. On disait on va diviser les normes par 100, qui est un truc gigantesque. Et les journalistes disent ah oui, très bien, on part ça. Bon, et à part ça, qu'est-ce que vous faites pour l'économie? Bon, donc ça passe, on peut dire n'importe quoi. Il n'y a aucune incitation au sein de ce système à produire un programme sérieux. On y a vraiment cru. On a eu une période où on y a vraiment cru que c'était possible. Mais d'ailleurs, c'est ce qui nous fait avancer dans ces cas. C'était génial. Et puis bon, avant le 3, on a su que ça allait pas le faire. Mais je suis fière parce que jusqu'au bout, on a tenu. Chaque parrainage était important. Et on a passé la barre des 100 qui était finalement le cap qu'on s'était fixé. Donc, franchement, assez fière. J'ai été épatée par la motivation de gens pour justement un objet politique totalement naissant.
tu vois, qui avait pas, encore une fois, qui avait pas de place à offrir. Je pense que les gens venaient vraiment par enfin, après, chacun a ses motivations aussi. Des gens qui devaient venir pour les idées, il y a des gens qui venaient parce qu'ils avaient envie d'agir et qui se retrouvaient pas dans les autres parties, mais moi j'ai trouvé que c'était impressionnant de voir à quel point il y avait quand même un collectif qui se mettait en place assez rapidement. Ce qu'on voulait faire d'abord, c'était, maintenant que clairement la campagne est finie, c'était de faire le point avec vous et surtout de ne pas partir comme ça dans la nature sans non seulement se dire au revoir, mais surtout se donner des prochains rendez-vous, puisque cette campagne est un début dont moi je suis très content, et qui nous permet de commencer à constituer une force politique solide sur les bases doctrinales que vous connaissez bien. Et donc le but de cette journée, c'est surtout de découvrir.